Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez à 17 heures en direct à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également à 17 heures, bien sûr, via nos réseaux sociaux et notamment via le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une affaire de deals, des deals dans tous les sens, à l'occasion notamment de la tournée asiatique de Donald Trump, des deals commerciaux, des deals industriels, des deals technologiques, hier avec le Japon, aujourd'hui avec la Corée du Sud et demain matin peut-être avec la Chine de Xi Jinping et cette rencontre confirmée au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping qui doit se dérouler demain à l'occasion du sommet de l'APEC. Donald Trump a d'ores et déjà indiqué qu'ils discuteront des tarifs fentanyl qui avaient été appliqués spécifiquement à la Chine au début du mandat du président américain. Discussion ouverte également sur la possibilité de fournir à nouveau à la Chine des équipements technologiques et notamment les fameuses puces Blackwell produites par Nvidia, même si on comprend que c'est une version dégradée des puces Blackwell qui pourrait être à nouveau offerte au marché chinois, le marché chinois qui ne représente plus rien aujourd'hui dans l'activité de Nvidia. C'est en tout cas ainsi que Jensen Huang, le patron d'Nvidia, résume la situation. Nvidia au cœur de toutes les attentions, plus que jamais. Nvidia qui signe également des deals à tour de bras et qui offre une visibilité nouvelle aux investisseurs, puisque jusqu'à présent, Nvidia s'engageait en termes de guidance à horizon d'un trimestre. Là, l'entreprise guide jusqu'à fin 2026 désormais en affichant un objectif d'activité de 500 milliards de dollars. Nvidia propulsée comme étant la première entreprise au monde cotée dépassant les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. N'oublions pas la dimension macroéconomique et monétaire en l'occurrence avec des décisions de banque centrale. La Banque du Canada s'est prononcée aujourd'hui. Pauline Grattel vous en apportera le détail dans quelques instants. En attendant la Fed ce soir et la Banque centrale européenne demain pour une réunion qui se tiendra en Italie à Florence. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, focus sur un secteur qui attire à nouveau pas mal d'intérêt et d'attention, qui a été largement décrié ces dernières années. En tout cas, un secteur qui n'a pas performé comme on pouvait l'attendre, le secteur de la santé et de la pharma, avec un soulagement, là aussi, autour d'un accord noué entre Pfizer et l'administration américaine ces dernières semaines. Nous en parlerons avec Olivier de Royer, gérant Action chez Montpensier Arbevel, qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Grattel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et nous commençons avec les grands rendez-vous de la journée qui seront à suivre ce soir. Oui, les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine qui doit baisser ses taux directeurs de 25 points de base. Côté micro, ils arbitreront demain les résultats d'Alphabet, Meta et Microsoft publiés ce soir après la clôture des marchés américains. En attendant ces rendez-vous, les yeux restent rivés, entre autres sur Nvidia, dont le titre bondit de 5% aujourd'hui. Oui, Nvidia devient la première entreprise du monde à atteindre les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En 3 ans, le titre s'est envolé de plus de 1000%. Hier soir, Jensen Huang a confirmé que ses commandes de puces les plus avancées s'établissaient à 500 milliards de dollars, un chiffre supérieur au PIB de l'Autriche ou de la Belgique par exemple. Nvidia a également annoncé un partenariat avec le département américain de l'énergie qui comprend la construction de 7 superordinateurs. Tout cela apporte les indices américains toujours plus hauts. Oui, ils ouvrent sur des nouveaux records pour le Nasdaq justement et aussi pour le Dow Jones et le S&P 500. En Europe, la séance est rythmée par des records pour l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600. En France, le CAC 40 est dans l'attente des rendez-vous de ce soir et évolue en léger repli autour de 8200 points. En Asie, les indices sont aussi au plus haut. Le Kospi, le Nikkei et le MSCI Asie-Pacifique ont inscrit des records absolus. Le CSI 300 est au plus haut depuis un an. L'optimisme des investisseurs se justifie également avec la perspective de cette rencontre demain entre Donald Trump et Xi
Xi Jinping. Oui, la rencontre aura lieu en Corée du Sud. À bord d'Air Force One, le président Trump a fait plusieurs déclarations à la presse et indique qu'il envisage notamment de réduire les droits de douane à l'encontre de la Chine parce que la Chine pourrait aider les États-Unis sur le sujet du fentanyl. On a pris connaissance par ailleurs des premières décisions de politique monétaire de la semaine avec celles délivrées par la Banque du Canada. Oui, la Banque du Canada a, comme prévu, opté pour une baisse de 25 points de base de son principal taux directeur, le ramenant à 2,25%. C'est son niveau le plus bas depuis 2022. Cette décision intervient dans un contexte un peu flou de guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump a menacé il y a quelques jours le Canada de 10% de tarifs additionnels. La semaine sera marquée également par les premières estimations de croissance et d'inflation pour les différents pays de la zone euro. Aujourd'hui, nous avons pris connaissance de la première estimation de croissance pour l'Espagne au troisième trimestre. Oui, en première lecture, la croissance est parfaitement conforme aux attentes en hausse de 0,6% sur le troisième trimestre. L'IBEX s'affiche en légère hausse, mais sa progression sur un an est de loin supérieure aux autres indices en Europe, plus 40%. Sur le marché obligataire, le rendement espagnol à 10 ans est inférieur à 3,15% aujourd'hui. Un mot justement des grands équilibres observés sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline. Pour le reste de l'Europe, le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,60%. Aux États-Unis, le rendement américain à 10 ans est également toujours très stable autour de 4%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite aujourd'hui autour de 1,1630. Enfin, l'or repasse le seuil des 4000 dollars l'once en hausse de 1%. Un mot des publications d'entreprises avec des sorts toujours aussi divergents au sein des mid-cap françaises entre Emeis, Lex Orpea et BIC qui font le grand écart au sein du SBF 120. Oui, on commence avec Emeis, dont le titre bondit de 10% en tête du SBF 120. Le chiffre d'affaires progresse de 5% au troisième trimestre. Cette publication rassure après l'avertissement de Clariane hier. Aux antipodes, BIC, donc, qui plonge de 10% après avoir baissé ses objectifs annuels et indiqué que la faible demande devrait se poursuivre au dernier trimestre. Grosse journée demain, encore en perspective pour les investisseurs, Pauline. Oui, les investisseurs prendront connaissance demain de la décision monétaire de la Banque centrale européenne qui devrait opter pour le statu quo. On regardera aussi le taux de chômage de la zone euro pour le mois de septembre. Après l'Espagne dont on a parlé, on attend les premières estimations de croissance du troisième trimestre en zone euro et aux États-Unis. Demain soir, on attend les résultats d'Apple et Amazon publiés après la clôture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cabot est à nos côtés, économiste zone euro chez AXA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Joachim Jean nous accompagne également, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Alain Duré qui est avec nous à distance, le chef économiste Europe de Natixis CIB. Bonsoir Alain. Merci beaucoup d'être avec nous également. Commençons peut-être par ce qui se passe à l'est de l'Europe, en Asie. J'entends Joachim, une zone que vous connaissez particulièrement bien. Vous étiez, avant d'être directeur de la gestion action, vous étiez spécifiquement gérant action asiatique chez Mansartis. Tout est une histoire de deal, donc, à l'occasion de cette tournée asiatique de Donald Trump. On a eu la Malaisie, le Japon, bien sûr, la Corée du Sud, des alliés historiques, Japon, Corée du Sud, et demain, une rencontre avec l'ennemi suprême, Xi Jinping, pour nouer un certain nombre de compromis autour des terres rares contre soja, autour peut-être du fentanyl et des tarifs qui avaient été spécifiquement mis sur la Chine sur cette question des opiacés. Une détente possible également sur la livraison d'équipements technologiques et pourquoi pas de puces directement produites par Nvidia. Qu'est-ce que ces compromis possibles, préannoncés d'une certaine manière par Donald Trump, nous disent du rapport de force aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis dans ces différents domaines? Alors, beaucoup de choses en Asie. Si je commence par ordre chronologique, un petit point quand même sur le Japon. Je pense que c'est important de le rappeler. Rencontre idyllique un peu entre Takaichi Sanae, nouvelle première ministre japonaise, et Trump. Alors, il faut savoir que Madame Takaichi, c'est un peu Make Japan Great Again. On est sur la même idéologie que Trump. On est sur une idéologie plutôt nationaliste, un discours conservateur, pas de filtre, et aussi plutôt pro-défense. Donc, on ne pouvait attendre que de bonnes nouvelles sur ce point-là. Donc, Trump qui salue les efforts
sur les dépenses de défense du Japon. Ils achèteront des F-35 toujours plus. Voilà, donc ça c'est super pour Trump. Et puis des promesses d'investissement. On est à l'étape de promesses pour le moment, 550 milliards de dollars de promesses d'investissement de sociétés japonaises aux États-Unis. Du côté de Tokyo, on salue la victoire diplomatique. Il faut savoir que le Japon dépend énormément de la demande extérieure et celle des États-Unis. Donc c'est scénario parfait. À une exception près, vous l'avez sans doute pu le voir, sur le côté de la scène, on a des commentaires de Bessent sur l'attentisme de la BOJ, le niveau de yen, les cicatrices un peu du passé entre les États-Unis et le Japon qui laissait déprécier sa devise, ça fait un peu peur. Et du coup, on se retrouve avec le gouverneur Ueda entre deux feux, puisqu'on a aussi la réunion de la BOJ, il faut le noter, demain, donc un statu quo qui est attendu. Il faut savoir que d'un côté, on a une inflation qui est maintenant sur plus de 3 ans au-dessus de la cible de la BOJ. Scott Bessent qui explique que le Japon est derrière la courbe. Et de l'autre côté, on a la nomination de la nouvelle première ministre japonaise, pro-croissance, pro-relance budgétaire, qui met à mal un peu la politique monétaire du gouverneur actuel. Donc, il y a encore quelques semaines, on attendait une hausse de taux sur cette réunion-là. C'est statu quo. Fortement probable. On verra en décembre, mais c'est vrai que ça complique un peu les choses. Ensuite, on a la Chine. Alors la Chine, c'est très intéressant puisque aujourd'hui, on a des prémices un peu de compromis fragiles. À mon sens, on est loin d'avoir enterré la hache de guerre. Déjà, on n'est pas à l'abri d'une volte-face de Trump. On se souvient, le 11 juin dernier, Trump nous disait qu'il y avait un deal avec la Chine. On a vécu une période de terreur on a vécu une période de terreur au cours de l'été. À mon sens, en fait, la guerre commerciale, elle ne va pas se jouer sur ces petits compromis-là. Donc voilà, on sait à quel point les deux pays sont interdépendants sur certains éléments. Pour les États-Unis, donc il y a bien sûr les achats de soja de la Chine. On a toutes les problématiques de terres rares, de fentanyl. Et du côté des États-Unis, de la Chine, excusez-moi, on a ces problématiques d'accès aux semi-conducteurs avancés. Donc on voit que les deux pays sont interdépendants là-dessus. Donc en fait, il n'y aura pas de guerre commerciale là-dessus. À mon sens, c'est un peu la peur qui se joue là-dessus. Pour moi, l'importance de la guerre commerciale, il va se jouer ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du commerce chinois en septembre. Donc, on était sur une vitesse de croisière de 55% de tarifs douaniers, moins 27% vers les États-Unis, ce qui est tout à fait logique. Somme totale des exportations, plus 8%. Qu'est-ce qu'a fait la Chine ? Elle est allée chercher l'Europe, l'Afrique, le reste de l'Asie, le LATAM. Et à mon sens, c'est là où va se jouer la guerre commerciale. Ces blocs-là vont devoir prendre parti, puisqu'en fait, pour le moment, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a la Chine qui réussit son pari de s'extriquer de la demande américaine, d'aller chercher la demande dans les autres pays. Et donc, c'est là, à mon sens, où on aura la vraie guerre commerciale. C'est ce que va demander les États-Unis à ces blocs-là de faire à l'égard de la Chine. Mais vous dites, pour l'instant, les États-Unis et la Chine sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient envisager en termes de découplage, au moins pour un temps. Oui, je pense. Quand ? En fait, à mon sens... Ça prendra du temps à chacun de ces empires d'être autonome sur les sujets dont ils sont encore dépendants l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, moi, j'ai une vision des choses à l'égard de ce pragmatisme-là. C'est qu'on a d'un côté Trump avec une vision plutôt court-termiste et de l'autre côté la Chine avec une vision long terme. Donc, lequel va gagner dans les deux ? Moi, j'ai tendance à penser que la Chine a pas mal de pouvoir dans les négociations. On l'a vu avec les terres rares. De l'autre côté, on attaque Trump. Donc... à voir dans quelle mesure, en fait, lequel va être grand gagnant à court terme, puis à long terme. Mais la Chine peut tirer son épingle du jeu. Aucun doute que le marketing politique nous apportera que des gagnants demain à l'issue d'une rencontre potentielle entre Trump et Xi Jinping. Mais oui, donc, la question que j'allais vous poser, François, c'est est-ce que la guerre commerciale se termine là avec cette tournée asiatique de Donald Trump et cette rencontre demain avec Xi Jinping ? Elle se termine peut-être pour un certain nombre de pays, mais elle continue plus que jamais pour l'Europe. C'est ça, François ? Oui, alors absolument. Je pense que pour reprendre avec un chiffre, ce que disait Joachim, c'est le 16%, c'est la valeur ajoutée des exportations domestiques, des exportations américaines. Donc il y a 16% des exportations américaines dont la valeur ajoutée est faite par les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme interdépendance. Et effectivement, là, alors encore plus sur les terres rares et sur les produits de technologie avancée, mais de manière générale, il y a quand même une imbrication qui va être très très compliquée
à désimbriquer. Et on voit mal comment est-ce qu'on peut avoir ce qu'on raconte déjà depuis 2017-2018, hein, un phénomène de déglobalisation. Est-ce qu'il est vraiment à l'œuvre? Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une imbrication telle que c'est difficile de voir ce chemin se séparer complètement. Donc là-dessus, il y a cette ligne de crête qui est délicate et qui va mettre des années à se mettre en place. Et puis il y a également un sujet quand même, pour apporter un autre éclairage, de balance courante et de rééquilibrage de la croissance américaine via la dépréciation du dollar qui est effective depuis le début de l'année. Maintenant, on voit les déficits américains courants, j'entends, qui sont toujours au plus haut, avec quand même une situation à la fois sur un déficit double budgétaire et commercial qu'on ne voit pas se résorber, à la fois d'un point de vue budgétaire, avec en plus des midterms qui arrivent 2026, et également d'un point de vue purement commercial. Et là-dessus, il y a quand même une ligne de crête à jouer, avec quand même jusque-là un privilège exorbitant des États-Unis à être capable de recevoir, enfin en tout cas de fournir des taux d'intérêt au reste du monde qui sont plus faibles que ceux qui perçoivent. Et là, on a un retournement de ce privilège-là qui rend du coup cette ligne de crête en termes d'équilibre, d'échanges commerciaux, mais également financiers, qui n'est pas du tout si évident. Donc là, je pense que ça va être effectivement intéressant de voir à quel point est-ce qu'on peut avoir effectivement ces investissements promis de la part du monde asiatique, on en parle maintenant aujourd'hui. Sur l'Europe, c'était cet été. À quel point est-ce qu'on peut avoir ou pas ce rééquilibrage également du point de vue financier qui aujourd'hui est quand même mis à mal et qui rend pas si, de notre point de vue, pas si proéminent, pas si fort que ça, la position de négociation de la part de Trump. Ouais. Bon, on verra ce qui ressort de la réunion demain. Un mot sur cette dimension commerciale, Alain, à l'occasion de cette tournée asiatique de Donald Trump. Et ça nous amène aussi aux questions de banque centrale derrière, à commencer par la Fed. Le sujet de l'inflation, en tout cas de l'inflation tarifaire, est-ce que ce sujet reste contenu aujourd'hui? Est-ce qu'un accord avec la Chine permettrait d'être encore un peu plus confortable avec l'idée que on ne verra pas une explosion de l'inflation liée à cette nouvelle donne commerciale et cette nouvelle donne douanière, Alain? Non, je pense que c'est justement probablement le risque est inverse, dans le sens où, si c'est d'ailleurs perceptible dans le compte-rendu de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne, le risque est plutôt désinflationniste, avec une réorientation des produits chinois qui seraient déviés du marché américain pour venir vers l'Europe et qui seraient à bas prix. Et donc, c'est un risque assez perceptible de ce point de vue-là. Bon, allons-y sur l'Europe. Alors, si c'est un risque désinflationniste pour l'Europe, comment comprendre ou anticiper la communication de la BCE demain, Alain, qui ne sera pas très différente de la précédente, j'imagine. Et puis, je retrouvais là un sondage récent réalisé par Bloomberg auprès d'un certain nombre d'économistes, qui nous dit qu'une majorité d'économistes voient une BCE ne rien faire pendant 2 ans. Ça me paraît très très long, et donc j'ai du mal à imaginer que la BCE ne fasse rien pendant 2 ans. Comment vont s'équilibrer les forces entre l'activité et l'inflation pour la Banque centrale européenne, et quel est pour vous le prochain mouvement de la Banque centrale européenne? Alors, si on reprend le modèle de la Banque centrale européenne, tout d'abord, comme l'a rappelé Pauline, la réunion de demain ne sera pas intéressante, et ça sera un statu quo. Dans la communication, ça serait intéressant de voir si on a une communication un petit peu plus assouplie que ce qui a été fait en septembre pendant la conférence de presse, et qui d'ailleurs ne correspond pas à l'état de la discussion qu'on a eue dans le compte-rendu. Ceci étant dit, le problème de la BCE aujourd'hui, c'est que on a un équilibre qui est quand même assez fragile sur le plan de l'inflation. On a beaucoup d'incertitudes sur l'impact, l'ordre de grandeur et l'ampleur de l'impact négatif qu'on attend des tarifs américains sur le dynamisme des exportations. Et puis, on a un euro qui s'apprécie pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il s'apprécie parce que les investisseurs sont plus inquiets de la volatilité qu'on pourrait avoir de l'inflation, notamment aux États-Unis. Et c'est pas parce que l'euro ne s'apprécie pas parce que les investisseurs sont super optimistes sur les perspectives de croissance en zone euro. Et ça, c'est évidemment un problème pour la Banque centrale européenne. Et donc, si vous prenez le modèle de la BCE comme on l'a fait, et que vous rentrez des prix du Brent proche des $61 le baril, des prix du gaz proche de 30 €, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une inflation globale
en 2026 de 1,4 et 1,7 en 2027. J'ai oublié de dire aussi qu'on a cette hypothèse sur les prix de l'énergie, mais aussi si on a un euro à 1,19 dollars par euro. Donc, on est dans un équilibre assez fragile. Donc, moi, je pense que la BCE va agir. Elle pourrait agir de manière préventive si mes 3 hypothèses se réalisent dès décembre, mais c'est illusoire de penser que on aura une Banque centrale européenne totalement passive. Et quand vous dites agir, ça peut aller jusqu'où, Alain? Est-ce que c'est une baisse de taux supplémentaire ou est-ce que c'est une fonction de réaction plus agile encore? Nous, notre prévision, c'est que l'impact sur les exportations européennes, l'impact des tarifs américains sur les exportations européennes l'année prochaine aura un impact négatif de 0,8 points de pourcentage. Dans ce phénomène, si c'est le cas, on aura encore une baisse de taux et on sera avec un taux terminal de 1,75. Si l'impact est beaucoup plus important, évidemment, on pourrait avoir une autre... Et ça, c'est plutôt le scénario. Maintenant, ce qui est commun à toutes les banques centrales, et on va peut-être en parler, c'est qu'on va rester dans un environnement de liquidité excédentaire par différents mécanismes. Ouais, effectivement, on parle de la gestion du bilan aussi. Il y a la politique de taux dans la politique monétaire, mais il y a la politique quantitative et la gestion du bilan qui retrouve une forme d'importance aujourd'hui, peut-être. François, sur la BCE, c'est aussi votre domaine. Vous êtes aligné sur le scénario d'Alain, parce que c'est vrai que des projections même faites par la Banque centrale européenne, elles seront mises à jour en décembre, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de marge de confort par rapport à ce qu'elle projette en termes d'inflation l'an prochain. Oui, non, c'est sûr. Je pense que clairement, dans l'enquête que vous mentionniez, Alain et nous-mêmes avons été omis. Ah ouais. Parce que nous-mêmes avons également une baisse de taux pour l'année prochaine en mars. Donc effectivement, pas du tout rassuré sur les dynamiques d'inflation. Je partage largement ce que vient de raconter Alain. Je compléterai peut-être du côté croissance. On a avec le PIB notamment qui sort demain. Ouais. Alors certes, la BCE a une prévision qui est à 0. Et nous, on a 0,1 avec des risques à la baisse. Donc pas de risque imminent à matérialiser, donc de baisser les taux de manière imminente. Par contre, quand on regarde le tableau à la fois sur la mise en musique et ce qu'on peut attendre du plan allemand, qui est quand même, je pense, l'éléphant dans la pièce et qui probablement retient la BCE d'ores et déjà d'agir, on va regarder les enquêtes sur l'IFO, vous regardez les commandes manufacturières, il n'y a quand même pas grand-chose qui se passe d'ores et déjà. Donc il y a quand même beaucoup de, en tout cas, un conservatisme de notre part vis-à-vis de ce surcroît de croissance qui pourrait venir adoucir la pilule des tarifs douaniers et finalement renverser les orientations de croissance et donc du coup avec l'inflation. Donc nous là-dessus, on voit, il fixe un plan à 10 ans. Donc il y a une mise en route effectivement, mais qui va prendre du retard à l'allumage, notamment vis-à-vis des indicateurs qu'on a, qui sont déjà dans le 4e trimestre et le plan allemand est de front-loader, donc de dépenser plus vite, fin 2025, et on ne le voit pas vraiment dans les chiffres encore. Donc on peut avoir tous les doutes du monde pour avoir un rééquilibrage de croissance à court terme. Et puis plus récemment, au niveau de la zone euro, quand vous regardez les conditions de crédit, à la fois sur les crédits distribués aux entreprises et aux ménages, donc au niveau des entreprises, il ne se passe pas grand-chose en termes de crédits distribués à l'économie, avec une croissance du crédit notamment, qui tourne entre 0 et 0,5. Sur les ménages, avec les prix immobiliers, ça s'est beaucoup mieux porté depuis 2 ans, mais on a passé un point haut. Donc, très clairement, la tendance est à la baisse, et c'est ce qu'indiquait ce mardi l'enquête du McLaren Survey de la part de la BCE, qui indique effectivement de ce côté-là également, les prêts à l'économie vont plutôt être en ralentissement. Et donc là-dessus, on se dit, il y a un vrai argument, qui est l'argument typiquement que les gouverneurs comme Philippe Lane ou François Villeroy-Gallo abondent, qui est de dire qu'on a un peu un trou cyclique, on a un peu un trou d'air, on a besoin d'avoir effectivement un regain, un abaissement des prix en tout cas du taux d'intérêt pour relancer l'activité. Et donc la question, c'est de savoir comment on gère ce trou d'air cyclique. Est-ce qu'il faut se mettre en action, quitte à peut-être remonter les taux à un moment fin 2026 ou début 2027, ou est-ce qu'on laisse ce trou d'air se dérouler en regardant à travers? Et voilà, exactement. Donc pour l'instant, dans ce que devrait faire la BCE très clairement, elle pourrait agir dès maintenant. Alors octobre ou décembre, pour nous, on est en mars, parce qu'on sent bien qu'il y a ces deux camps qui sont opposés et qu'il y a une volonté d'attendre
quel est l'impact de cette guerre commerciale versus la mise en musique du plan allemand. Mais par contre, et donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est effectivement attendre mars, avec peut-être le risque d'attendre trop tard et du coup peut-être de devoir peut-être baisser les taux plus que de simplement Ouais. 25 points de base comme nous le prévoyons. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le plan de l'investissement action dans cette zone Europe parce qu'on va peut-être parler de l'Asie, on va parler de Nvidia et de l'IA, et de ce que l'IA apporte, alors à la fois à Wall Street, mais à la macroéconomie américaine également. Mais je regarde les perfs, encore une fois, des grands indices boursiers européens. Non seulement on ne démérite pas, mais on a des super perfs sur certains marchés, avec en plus un dollar qui a perdu 10% contre euro cette année. Oui, tout à fait. Il y a 2 éléments importants sur ces publications de résultats-là, que ce soit en Europe ou au Ouais. niveau global, hein. Je pense que c'est unanime, c'est tout ce qui est lié à l'IA, évidemment, et également l'impact que peuvent avoir les tarifs douaniers sur les entreprises. Ce qui est assez intéressant de noter pour le moment sur ce qu'on a sur les publications de résultats européens, on a vu des très bonnes choses sur certains segments justement liés à l'IA. Donc, je ne reviendrai pas sur ASML, puisqu'on le voit, c'est très bon résultat et d'ailleurs qui a été relayé un peu partout dans le monde sur les mêmes segments, donc sur tout ce qui est équipement pour la production de Ouais. semi-conducteurs, ça fonctionne bien, c'est un peu notre leader européen, donc ça c'est un élément intéressant sur lequel on peut investir. On a vu le luxe, on voit les prémices parfois plutôt de quelque chose, une inflexion plutôt positive après quand même plusieurs trimestres assez compliqués. Alors, pour revenir sur les tarifs douaniers, on l'a vu, l'auto, c'est compliqué quand même. On voit des discours plutôt prudents chez les grands constructeurs européens, hein, Stellantis, Volkswagen. Et puis, les banques européennes, c'est plutôt bon. On voit des profits assez stables, en progression, une maîtrise des coûts assez intéressant. Et puis, un risque plutôt faible pour le moment, encore au niveau du bilan des banques. Je dirais pas que c'est le terrain de jeu favori au niveau global. Il y a des Non. choses intéressantes, mais c'est vrai que ça a tendance à prendre un peu l'ombre des États-Unis et de l'Asie aujourd'hui sur les publications de résultats là sur ce trimestre-là. Aux États-Unis, on le voit, on a 25% du S&P sur 5 valeurs entre aujourd'hui et demain. Ouais. En Asie, il se passe des Ça, choses. c'est systémique, là. Là, ça peut aller dans un sens comme dans un autre, hein. Et pas juste à Wall Street. C'est l'ensemble de la planète C'est marché, pour le coup, qui voilà, est concerné par ces publications-là. on est tous pendus à ce Ouais, que ouais. va annoncer les grands hyperscalers américains. Sur le début de la chaîne de valeur IA, tout ce qui est hardware, ça a été très bon au niveau global. J'ai évoqué ASML. Au Japon, ça a été très bon aussi sur les SPE. On le voit sur tout ce qui est fonderie, mémoire en Asie, Taïwan, Corée, excellent. Aux États-Unis, Intel, Micron, Teradyne, tout ça, c'est excellent. Là, on va avancer sur le bloc du milieu de chaîne de valeur, hyperscalers. Et puis, on verra, et c'est peut-être là où il y a Les softwares, alors le software Ouais. applicatif à l'IA, c'est peut-être là où il y a le plus de risques. C'est toute la question de la monétisation, de Ouais. l'adoption. Il y a beaucoup Ça d'attentes. reste un pari risqué encore à ce stade de se déplacer justement dans cette chaîne de valeur pour aujourd'hui mettre plus d'investissement sur du software que ce qu'on a pu faire À dans mon le sens, passé c'est récent. peut-être l'endroit le plus à risque. Tout ce D'accord. qui est hardware fonctionne très bien. Les Ouais. hyperscalers, on va attendre, je pense, des choses intéressantes sur Microsoft et sur Alphabet, sur une dynamique toujours très bonne sur Azure et Google Cloud. Amazon, ça risque d'être un peu plus compliqué, hein. On a quand même quelques éléments. On a vu sur les licenciements, la panne d'AWS, et puis un petit ralentissement sur les trimestres précédents par rapport à Google et Microsoft sur la partie justement cloud. Et puis, il y a toujours deux participants qui doivent faire leurs preuves sur l'IA, c'est Meta et Apple. Bon, en tout cas, ceux qui sont dedans offrent une visibilité. Donc, je citais Nvidia qui d'habitude guide au trimestre et là est capable de nous dire fin 2026, on peut s'appuyer sur 500 milliards de dollars de revenus, notamment avec les nouvelles puces. Alors, dans les partenariats qui se nouent autour d'OpenAI, il y a évidemment le refaçonnage de l'actionnariat avec Microsoft et OpenAI qui pourrait engager jusqu'à 250 milliards de dollars d'achat auprès des services Azure de Microsoft. C'est une division qui fait seulement 100 milliards de dollars, j'ai envie de dire, de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, ils pourraient acheter 2,5 fois le chiffre d'affaires de Azure dans les prochaines années. Enfin, ça donne une Non, visibilité, j'imagine, tout ce problème de sans circularité équivalent. est très, très compliqué Bon. aujourd'hui à percevoir. Je ne pense pas que ce soit un risque sur ces publications-là, peut-être dans les Ouais. prochains trimestres, mais c'est vrai que toute cette consanguinité, comme on le dit, circularité entre les partenariats, peut-être que l'année prochaine sera un sujet plus important pour les investisseurs.
IA et productivité, Alain, je me tourne vers vous à nouveau. C'est vrai que là, alors Reuters, ça fait un petit peu le compte en octobre, puisqu'on n'a pas de données emploi aux États-Unis, notamment. Alors, il y a des données privées qu'on peut traiter, bien sûr, mais justement, Reuters, ça fait le compte. 25 000 suppressions d'emplois aux États-Unis, chez Amazon, Target, Procter Gamble, UPS, bien sûr. Ça fait à nouveau les gros titres. C'est-à-dire les groupes ne se privent plus d'annoncer des coupes dans leur postes assez massivement. Et puis, c'est aussi 20 000 en Europe, avec Nestlé notamment, qui porte 16 000 suppressions de postes rien que sur le mois d'octobre. Si on regarde quand même la partie américaine de près, Alain, est-ce qu'il y a derrière ces suppressions d'emplois, avec une économie américaine dont les indicateurs de No Casting nous disent qu'elle tourne encore à aller 3,5%, peut-être 4% au moment où on se parle, est-ce qu'on a des soupçons quand même de gains de productivité liés à l'IA? Alors, pour le moment, on n'a pas de recul en termes de données. Des estimations que l'on a fait sur les années 2000 à 2024, on voit que la digitalisation, donc la numérisation de l'économie américaine, qui sur cet échantillon-là, évidemment, ne tient pas compte de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, a apporté 0,4 points de croissance potentielle supplémentaire par an, ce qui est quand même pas négligeable. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui en termes de marché du travail aux États-Unis, c'est plutôt l'essoufflement du cycle économique. On voit que tous les indicateurs de tension du marché du travail sont en train de s'alléger, de baisser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, beaucoup d'entreprises ne licencient pas, mais elles n'embauchent pas non plus. Donc je pense que ce qu'on voit là depuis le mois de septembre, c'est plutôt le cycle conjoncturel normal. On n'a pas encore vu les gains de productivité émanant de l'IA. François, quelle analyse vous en faites chez AXA de ce marché du travail américain? Et est-ce qu'on est en train de sortir du no hiring, no firing, effectivement, de cet état un peu gelé du marché américain, avec les annonces, encore une fois, des groupes là, qui ne se privent plus d'annoncer des cohortes de départ et des suppressions de postes assez massives? Alors, c'est l'économie américaine, on a l'habitude, c'est assez cyclique de ce point de vue-là, ça revient régulièrement sur le devant de la scène, mais c'est vrai que quand Amazon nous dit qu'on supprime 14 000 postes dans des fonctions de bureau, support, et que c'est grâce à l'IA, ça interroge quand même. Oui, alors je pense qu'il faut quand même se raccrocher aux chiffres macro qui nous manquent cruellement aujourd'hui, malheureusement. Donc effectivement, là-dessus, on a quand même un manque de visibilité, à la fois historique, comme le rappelait Alain, et puis également sur un peu plus le nowcasting de ce qui se passe en temps et en heure. Et là-dessus, on est quand même plutôt d'accord avec ce que raconte Alain sur un peu un trou d'air cyclique du marché du travail, avec les indicateurs, quand on regarde le Beige Book, quand on regarde des indicateurs alternatifs également, on se rend compte qu'il y a quand même une cohérence de ce qui est en train de se passer. Avec ça, tu as un PIB du troisième trimestre qui va très bien performer, autour de 3%, ça c'est sûr. Par contre, à la fois le trou d'air en contrebalancier du T4, qui sera moins bon après le T3, plus le shutdown qui court plus longtemps, et plus l'aspect structurel du shutdown. On ne se rend pas bien compte à quel point est-ce que les gens qui sont ils sont sur le mis de côté pour aujourd'hui, en chômage partiel, mise à pied, donc, comme on dit, exactement, en furlough, en chômage partiel, sont en chômage partiel. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Donc, est-ce qu'on a un trou d'air qui pourrait continuer? Parce qu'au même titre que on cherchait à faire des économies avec le ministère d'Elon Musk, est-ce que ça pourrait être la continuité là-dedans? Donc là-dessus, il y a quand même un trou d'air qui pourrait être un peu plus persistant, qui nous fait dire que on va quand même, avec une inflation qui accélère, des revenus de travail qui diminuent, effectivement une volonté et une nécessité de la part de la Fed de baisser les taux en octobre, en décembre et au début de l'année prochaine pour effectivement assurer cet atterrissage en douceur. Et donc là-dessus, c'est clair que sur votre question, les gains de productivité, on a quand même du mal à être vraiment incisif et conclusif sur cette question-là, avec plutôt un thème autour du ralentissement de l'économie américaine après 3 ans d'exceptionnalisme, il faut quand même se le rappeler. Bien sûr. Donc il y a la place pour 2-3 baisses de taux assez faciles de la part de la Réserve fédérale américaine, sans prendre le risque d'alimenter ou de réalimenter une inflation
qui est encore jamais revenu vraiment à l'objectif, François. Bah exactement, on a quand même une inflation sur les biens qui était autour de 0 au Ça début de repart. l'année. On est maintenant à 0,5. Ah oui. Alors, on annonçait quand même beaucoup plus que ça. Et nous-mêmes, on pensait vrai. que l'inflation allait monter C'est plutôt vrai. proche de 4% à la fin de l'année. On est plutôt autour de 3 là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vague à la suite. Mais il y a quand même une marge de manœuvre de la part de la Fed que sur un taux neutre qui tourne autour de 3%. On est à 4 avec la baisse de ce soir. Donc, il y a quand même encore effectivement la marge sur laquelle la Fed peut agir en amont et pas, comme on le disait tout à l'heure, la BCE plutôt agir en aval et donc plutôt à gérer ce cycle en amont comme ils le font relativement bien. Bon, c'est Goldilocks pour le marché américain, cette situation, Joachim? C'est une situation, oui, totalement idyllique pour le marché Ouais. américain. On est sur les plus hauts historiques, on est sur des niveaux de valorisation qui peuvent faire assez peur, d'où la crainte que peuvent avoir tous les investisseurs à l'égard des publications de résultats qui vont venir. C'est le petit grain de sable qui peut faire un peu chambouler tout. Donc voilà, quand même prudence. Pour moi, à mon sens, il y a des zones. C'est pas parce que c'est ma zone de prédilection, Non, mais on sent d'ailleurs des investisseurs l'Asie en est une quête. bonne diversification. Vous dites exactement. par rapport à un marché américain peut-être un peu chaud, un Exactement. peu trop chaud. Exactement, totalement. Une quête de diversification sur les émergents asiatiques, des niveaux de valorisation beaucoup plus raisonnables, et puis une histoire tout à fait intéressante. Dans tous les pays de la zone asiatique, il se passe quelque chose de très intéressant. Et puis, on le sait, dans des cycles en fait d'assouplissement monétaire américain, de dollars faibles, c'est des pays qui fonctionnent plutôt bien. On a l'émergence en plus d'un bloc asiatique qui est en train de se consolider avec des échanges notamment au sein de la même zone. Et puis après, et c'est quelque chose aussi, et je reviens sur tout ce qui est lié à la technologie, si on veut investir dans l'IA aujourd'hui, il y a également des acteurs vraiment leaders en Asie Ouais. sur des niveaux de valorisation totalement attractifs, sur lesquels on a des performances incroyables. Et ça nous protégerait si jamais les Mag 7 ou les GAFAM demain se prenaient un retour de bâton boursier, j'entends, important. Enfin, quand on est en Corée du Sud, ça veut dire qu'on a du Samsung et du SK Hynix, et ça veut dire Totalement. que si Nvidia se prend un pain de 20, 30% ou 50%, comme ça arrive tous les 3 ans pour une valeur comme Nvidia, qu'est-ce qui se passe pour ces valeurs-là Totalement. C'est vrai qu'on Joachim? connaît l'interdépendance de ces marchés-là au marché américain. Le marché américain et le marché Ils sont driver tous partenaires maintenant en aujourd'hui, plus. Donc, totalement. Alors, on va se réconforter un peu sur le coussin valorisation, Ouais. même si ça justifie pas tout. Ouais. Et puis, on va voir que ces valeurs-là ont une diversification importante aussi en dehors de l'IA. Quand on regarde, par exemple, les performances de TSMC, elles sont exceptionnelles. Mais aujourd'hui, le driver IA est encore une partie assez faible des revenus de TSMC. Donc, il y a des choses en dehors de l'IA sur ces leaders technologiques. Donc, on joue un peu le meilleur des deux mondes. ouais, je comprends. Alors, aujourd'hui, une boîte comme Caterpillar, je crois, voit son plus, cours de ouais. bourse s'envoler. Et l'IA bénéficie aussi aux activités de Caterpillar. C'est vraiment... l'IA est à toutes les frontières, quoi. Même pour des industries très traditionnelles, mais bon, Caterpillar, c'est évidemment des véhicules pour les mines, c'est des solutions énergétiques aussi, voilà, visiblement, qui sont boostées par ce thème de l'IA. On est à la frontière entre le buzzword IA Ouais. de toutes les sociétés parlent d'IA et puis on progresse de 10-15% aux effets réels de l'IA. C'est anecdotique, mais par exemple, je disais tout à l'heure que McDo utilise aussi l'IA pour peser, pour voir s'il n'y a pas d'oubli dans les paquets. Donc voilà, on est à la limite entre la vraie manifestation sur l'économie Ouais. réelle et puis peut-être le phénomène un peu de bulle qui inquiète. Ouais, bon, on verra, hein. On est censé parler d'une innovation de rupture, donc c'est pas juste une amélioration ou une optimisation des process et des technologies existantes. Il y a le thème de l'IA. Il y a également le facteur de liquidité, j'imagine, qui pousse tous ces marchés. On parlait des banques centrales avec vous, messieurs. Alain, vous évoquiez tout à l'heure l'idée que la liquidité allait rester excédentaire dans le système. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des banques centrales avec des investisseurs très attentifs aux questions bilancielles désormais pour les banques Oui. centrales majeures? Alors, vous parliez justement avant de Goldilocks par rapport au Goldilocks qu'on a connu il y a quelques années. Ici, je pense qu'on va avoir un Goldilocks qui est justement motivé par une dominance budgétaire. Je pense que pour des raisons de stabilité financière, toutes les banques centrales réfléchissent à comment ajuster la composition et la taille de leur bilan pour garantir une stabilité financière.
La BCE l'a déjà annoncé qu'elle aurait un portefeuille de politique monétaire structurelle. Il faut entendre évidemment qu'ils vont garder une partie des obligations qu'ils ont accumulées pendant les différentes crises. On a également cette réflexion à la Federal Reserve américaine. Et donc, on va rester dans un phénomène où on ne sera plus dans un environnement de déficit de liquidité. On aura de la liquidité excédentaire qui fait qu'on va continuer à travailler ce que, dans le jargon des banquiers centraux, on parle de taux... les taux bas, les taux planchers. Ouais. Et donc, parce que cette liquidité va rester assez ample et finalement la porte ouverte sur pouvoir intervenir sur n'importe quel segment des marchés financiers pour calmer toute tension. Ça veut dire qu'on est proche d'un point de renversement, justement, de la gestion du bilan, à commencer par la gestion du bilan de la Fed, et ça a été préannoncé par Jérôme Powell, on verra ce qu'il nous dit ce soir. Et derrière, on peut imaginer des virages identiques pour la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre peut-être, Alain ? Oui, tout à fait. Ce soir, je m'attends à ce que la Federal Reserve annonce la fin de sa restriction quantitative, le quantitative tightening. On voit que la Banque d'Angleterre, pour des raisons de stabilité financière, a également réduit son rythme de vente d'obligations, de vente nette d'obligations. Et l'annonce de la Banque Centrale Européenne de fournir des chiffres sur la taille de son portefeuille de politique monétaire structurelle, mais aussi va adopter des opérations de refinancement structurel. Tout ça concourt évidemment à avoir de la liquidité ample qui, dans un premier état, va aplatir, voire faire disparaître la volatilité du taux au jour le jour, Esther, pour la BCE, et va rester le vrai taux de politique monétaire va rester le taux plancher du corridor des taux d'intérêt, en l'occurrence le taux de dépôt le taux d'intérêt sur la flexibilité de dépôt. Ouais, pour la Banque Centrale Européenne. À quoi servent ces outils bilanciels ? Enfin, quels sont les objectifs poursuivis et pourquoi est-ce qu'effectivement la Fed commence déjà à peut-être à nous dire qu'elle va redevenir nette acheteuse dans le marché à partir d'un certain stade ? Alors, nette acheteuse, on est peut-être, c'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas certainement pas pour ce soir. Mais l'idée, c'est quand même, d'une part, il y a quand même des petites tensions côté marché américain sur l'overnight qui sont apparues depuis quelques semaines. Donc là-dessus, il y a quand même des tensions effectives qu'on voit pas du tout en Europe. Donc là-dessus, il y a un timing qui est assez évident aussi vis-à-vis de la baisse des taux, également des taux longs. Donc on se dit que le timing est plutôt à propos pour la Fed d'aller peut-être aller plus vite que ce qu'elle anticipait, mais parce que pour éviter justement tous ces points de retournement de fin de trimestre, de fin d'année, dans un contexte de taux qui baisse, ça aide et ça évitera effectivement une volatilité excessive qu'elle cherche justement à limiter en maintenant des réserves non pas abondantes mais amples, qui est effectivement un nouveau régime qui n'est plus un régime de réserve limitée comme elle l'avait par avant. Et c'est également tout à fait l'idée qu'on avait qu'on a sur la BCE. Là, pour le coup, on a encore, de notre point de vue, un excès de liquidité qui va encore durer au-delà de la fin 2026 avec le rythme de vente passive que fait la BCE. C'est assez soutenu par rapport au rythme adopté par la Fed, qui a déjà un rythme beaucoup plus réduit, beaucoup plus lent depuis plusieurs mois et trimestres. Absolument. Et après, c'est justement, en fait, on est en chair. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a eu 15 ans d'un changement de régime complet, en ce qui concerne la BCE, d'un régime où on passait de régime de liquidité très limité, même rare. Le strict minimum. Le strict minimum, exactement, à l'injecter ce qu'il fallait, à des montagnes. Et là, entre-temps, évidemment, la régulation a changé et on cherche en fait ce moment-là. Et ce moment-là, on l'a peut-être trouvé aux États-Unis avec effectivement des mouvements de marché qui indiquent qu'on a effectivement des pressions qui suggèrent qu'il faut maintenir comme ça l'est. Et en tout cas, sur la zone euro, nous, jusqu'à la fin 26, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, la BCE anticipe cette affaire-là en opérant une nouvelle revue stratégique de son mode opératoire justement bilanciel à partir de la début de cet automne et qu'elle doit conclure au printemps prochain en disant, elle a dit qu'elle allait le faire, mais elle n'a pas dit
À quel horizon? Pour quelle duration de portefeuille? À la fois sur des TLTRO, sur des LTRO Pour les banques. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc là-dessus, effectivement, on est sur un environnement La de liquidité, composition, effectivement, de ce un environnement de portefeuille liquidité qui va rester ample et qui est là, effectivement, pour pallier à des défaillances éventuelles de marché et pour maintenir justement un financement de l'économie qui, pour le cas européen, comme je l'évoquais tout à l'heure, Ouais. est extrêmement faible. Tendu. Ouais. Bon, il y en aura pour tout le monde ce soir, messieurs. Réunion de la Réserve fédérale américaine, la BCE demain, les premières grandes tech et les grands hyperscalers américains, c'est Microsoft, Alphabet et Amazon ce soir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Meta, pardon. Et Amazon, c'est demain soir avec Apple, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Cabot, économiste zone euro du groupe AXA, Joachim Jean, le directeur de la gestion action de Mansartis, et Alain Duré, chef économiste Europe de Natixis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur de la santé, pharma, en bourse, aux États-Unis entre autres, en Europe également. Et nous en parlons avec Olivier Droyer, qui est gérant action chez Montpensier Arbevel. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Secteur que vous connaissez particulièrement bien. Alors, j'allais dire, au cours des dernières années, qui n'a peut-être pas délivré la performance qu'on aurait espéré ou qu'on pouvait attendre globalement, mais il y a quand même des choses qui changent. Et un des points importants qui a marqué l'attention ces dernières semaines, c'est ce deal. On parle beaucoup de deals en ce moment. Trump est en Asie, signe des deals. Nvidia signe des deals tous les jours. Mais Pfizer a signé aussi un deal il y a quelques semaines d'importance avec l'administration américaine qui visiblement a été regardée par tout le secteur, toute l'industrie, les investisseurs également, et qui a soulagé ce secteur, Olivier. Exactement. C'est-à-dire qu'après, en plus, il y a eu un autre deal avec AstraZeneca. Ouais. Donc, on attend plein de deals. Effectivement, Trump adore ça. Mais non, c'est sûr que, en fait, c'était un secteur quand même qui était dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire que c'était le deuxième pire secteur en termes de performance boursière year to date avant cet accord du 28 septembre. Et en même temps, quand on regarde le deuxième trimestre, c'était le deuxième secteur positif en termes de dépassement des attentes. Donc, c'était vraiment un problème de crainte sur les résultats, crainte liée à la géopolitique essentiellement, et à la macro. Alors, pourquoi? Il y avait plusieurs problèmes. Bon, il y avait les droits de douane comme partout, mais finalement, bon, 80% de marge brute dans l'industrie. Les industriels sont quand même pas idiots, ils savent transférer leur production. Donc, le gros sujet, c'était ce qu'on appelle le MFN, donc la clause de la nation la plus favorisée. Ouais. Donc, Trump se baladait à Londres, disait les produits sont beaucoup moins chers. Bon, en tout cas, il y avait 2,5 fois d'écart entre les prix moyens aux États-Unis et les prix moyens en Europe. Bon, les salaires aussi, le PIB par habitant aussi, hein, mais enfin bon. Donc, c'était quand même une vraie crainte du marché. Parce que là, évidemment, ça pouvait on va s'aligner sur la Most Favored Nation, c'est ça. Voilà, et donc, sur les prix des nations les plus favorisées par les Big Pharma. Donc, ça pouvait effectivement faire extrêmement mal. Bon, mais en fait, il s'est avéré qu'il y a eu un accord donc d'IMFN, mais uniquement sur Medicaid. Alors, Medicaid, c'est quoi? C'est l'assurance santé des défavorisés aux États-Unis. Ça représente à peu près 6% en fait, du marché pharma aux États-Unis. Parce que déjà, les prix sont beaucoup plus bas en fait, que sur le marché commercial, le marché assurantiel. Il y a déjà des discounts de prix parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas payer les mêmes prix. En fait, ça représente 6% du chiffre d'affaires. Mais bon, là, on a des annonces spectaculaires. On nous dit 85% de baisse de prix. Alors, 85% de baisse de prix, ça, c'est une annonce par rapport au prix de l'assurance privée commerciale officielle. Je comprends. Par rapport pas le prix pratiqué dans Medicaid. Le prix pratiqué dans Medicaid. Donc, en fait, l'impact estimé, c'est de l'ordre de 1,5% à peu près du chiffre d'affaires, des résultats, pardon. Ça devient une fraction d'une fraction. Voilà, donc, c'est vraiment un truc qui est quand même tout petit et qui, donc, par rapport aux craintes qui avaient été en partie intégrées, personne ne s'attendait à ce que ce soit une catastrophe totale nucléaire, mais quand même, c'est quand même très, très léger. Évidemment, avec Trump, alors, tout ça est distribué par une plateforme qui va s'appeler Trump RX. Donc, c'est Trump, cher américain malade qui n'a pas les moyens, c'est Trump qui vous fait un cadeau, qui vous fait des prescriptions moins chères. Mais bon, il y a beaucoup de cinéma, quoi, au final. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'impact sur les résultats des entreprises. Mais ça a quand même soulagé, parce que le jour où Pfizer signe ce deal, suivi par Astra derrière, le secteur, tout de suite, retrouve du poil de la bête en bourse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Le secteur a gagné, plutôt le lendemain, même ça plus régime, sur la semaine, ça a gagné 7%, donc ça a été quand même une très belle hausse du secteur. Parce que le deal de Pfizer, on sait qu'on va pouvoir le reproduire. Tous ceux qui vont vouloir reproduire un deal avec l'administration américaine pourront le faire sur la base du deal qui a été signé par Pfizer, puis Astra derrière. Tous ceux, c'est toujours pareil, on n'a pas de certitude absolue. Est-ce qu'il n'y a pas un Européen ou deux qui là-dedans va pas réussir à se passer très bien, peut-être un Novo parce qu'il les a un peu dans le viseur. Mais globalement,
voilà, il y a 17 compagnies pharmaceutiques les plus grosses qui ont été convoquées. Pour les plus petites, on ne sait pas encore très bien. Je pense que c'est pas un peu passé encore sous le radar. Mais en fait, Pfizer, c'était déjà le leader de l'association professionnelle. Donc, il menait un peu la négo pour tout le monde. Donc, le marché s'est dit, bon, il peut toujours y avoir un ou deux acteurs qui n'arrivent pas comme les autres, mais globalement, c'est quand même un peu ce qui va se passer pour tout le monde. Bon, alors, il y a ce sujet est en passe d'être réglé. La question purement des tarifs douaniers n'est pas un vrai sujet pour cette industrie qui produit déjà très localement, en tout cas pour le plus gros marché du monde. Pas tout, mais tout le monde a ses usines aux États-Unis. Il y en a qui n'ont pas forcément exactement le chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc, ils sont engagés également dans les accords avec Trump. Alors, on parle de 350 milliards d'investissements. Alors, 350 milliards d'investissements, bon, il faut quand même prendre ça avec du recul. C'est investissement plus R&D, y compris les investissements qui étaient déjà prévus. Donc, c'est pas comme s'il y avait 350 milliards d'investissements incrémentaux. Enfin, il y aura des investissements, et ça va quand même profiter notamment aux sociétés d'équipement, aux sociétés de life science qui sont quand même assez en retard. On voit que c'est des sociétés aujourd'hui, on prend typiquement une société comme Sartorius Stedim, qui était un peu une des darlings du marché. Aujourd'hui, ça s'est normalisé sur le plan des consommables. C'est pas encore le cas sur le plan des équipements qui sont encore en baisse cette année. Effectivement, ce type de projet, de prospective, même si évidemment il ne faut pas du tout prendre les 350 milliards de dettes, c'est quand même quelque chose qui devrait permettre une recovery de toute la partie équipement des life science qui était quand même un peu le parent pauvre depuis 2-3 ans. Une dimension qui vient apporter du soutien également à ce secteur, c'est la dimension M&A, fusion-acquisition. On peut dire que 2025 sera une année conforme pour l'industrie pharmaceutique en termes de deal. Une très belle année. Une très belle année. Plus que conforme. Plus que conforme, parce que c'est vrai que nous, on essaye de traquer ça un peu chez Montpensier Arbevel, un peu au trimestre, les fusions-acquisitions, on garde ça de manière très claire. Et dans notre dernière conférence, on avait dit, cette année, au mois de juin, on avait dit, il y aura 52 deals à peu près, c'était à peu près l'estimation. Et on est à 56, là. On est à 56. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de deals. Nous, on avait une société qu'on aimait bien, qui était Avidity Bioscience, en fait, qui a été rachetée par Novartis là, il y a 3 jours. Cette semaine, dans une modalité assez intéressante, c'est la modalité de l'ARN interférent on ne parle plus beaucoup de l'ARN messager aujourd'hui, c'est plus à la mode parce que ça ne marche pas dans les maladies infectieuses. Donc on verra si en cancérologie, en vaccin personnalisé, on arrive à avoir des choses intéressantes. Mais tout ce qu'on appelle siRNA, c'est intéressant, ça permet de moduler l'expression des gènes et donc le niveau de production des protéines par les gènes. Et c'est vraiment une modalité qui permet de faire plein de choses, notamment dans les maladies musculo-squelettiques. Et donc là, il y a eu des deals intéressants, mais c'est vrai que cette année, globalement, si on projette un peu les derniers mois qui restent, on devrait dépasser les 60, on avait 40 l'année dernière. Alors pourquoi ça se passe Ça se passe parce que d'abord, il y a quand même une vague d'expiration brevetaire qui n'est pas complètement nulle. C'est le même chiffre, pas fait exprès, c'est 350 milliards entre 2025 et 2030. De valeur d'expiration de brevets arrivant à expiration. Après, c'est pas non plus en pourcentage du chiffre d'affaires. En valeur absolue, c'est le record, mais en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est à peu près ce qu'on a pu connaître dans des vagues aussi similaires. Mais c'est vrai que avec en même temps des cours des biotech qui avaient beaucoup baissé. Maintenant, le XBI est repassé positif, je crois qu'on est autour de plus 15 maintenant. L'indice sectoriel des biotech américains. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'à un moment, il était négatif et qu'entre 2021 et un peu le point bas de cette année, en fait, les valorisations des biotech avaient divisé par 2. Donc, on avait des pharma qui avaient beaucoup de cash, capacité en gros à racheter l'ensemble des biotech cotées à peu près. Et en même temps, on avait des valorisations qui avaient baissé et des pharma qui avaient besoin de faire. Donc, des deals un peu gagnants pour tout le monde. La Chine devient un terrain de sourcing indispensable en termes de nouvelles molécules pour les pharma mondiales et occidentales aujourd'hui. Oui, c'est un phénomène structurant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on estime qu'un peu plus de 30% en fait, des nouvelles études cliniques qui sont lancées aux États-Unis sont faites sur la base d'actifs qui sont développés en Chine. En fait, c'est fluide, dans le contexte commercial qu'on connaît et de la relation Trump-Xi Jinping, cette partie-là du business reste fluide. Alors oui, en fait, mais ça se passe d'une manière quand même un peu particulière, c'est-à-dire que en réalité, c'est souvent finalement des sociétés américaines qui se montent, qui vont signer des deals avec des biotech chinoises et qui finalement derrière font les essais cliniques aux États-Unis parce que la FDA va pas accepter quand même exactement les essais chinois. Les essais chinois, parce que les essais chinois, d'abord, il y a quand même déjà avec l'Europe, ils sont pas toujours simples, mais en plus là, il y a quand même des variabilités génétiques dans la population qui parfois font que c'est pas exactement les mêmes chiffres, pas toujours, mais ça peut arriver. Donc il y a pas mal de deals qui se font comme ça. Tout ça c'est fait parce qu'il y a pas mal de Chinois qui ont été en Californie, qui ont été dans les bibliothèques américaines, qui ont appris le système, qui sont rentrés en Chine avec une organisation chinoise très très militaire, très organisée, très disciplinée, avec une vraie force aussi dans tout ce qui est IA,
d'algorithmes pour mettre au point des molécules de plus en plus rapidement. C'est vrai que ça aide beaucoup dans la mise au point de candidats médicaments. C'est pas ça qui fait des essais cliniques, mais ça aide la mise au point. Et donc, ils ont une capacité à générer énormément de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et c'est vrai que du coup, c'est un phénomène très important. Et autant l'année dernière, on avait une ou deux boîtes chinoises qui marchaient beaucoup moins bien que leurs partenaires américains qui développaient la molécule. Mais cette année, on a vraiment vu une inversion complète de momentum là-dessus. Puisque c'est vraiment, là, les boîtes chinoises qui ont à la fois un business local qui est intéressant, où les Occidentaux ont un peu de mal à aller, et qui ont en même temps cette capacité à faire des deals avec les Occidentaux. Et donc là, il y a eu quand même des très beaux parcours cette année sur les côtés Hong Kong. Est-ce que vous parliez de vitesse, effectivement, pour passer de la plateforme de la molécule au médicament est-ce que le marché applique déjà, dans une certaine mesure, une prime IA à certaines big pharma, puisqu'on nous dit que c'est un des secteurs qui va être un des réceptacles peut-être les plus spectaculaires de l'IA, des nouvelles technologies d'IA et de leurs conséquences, notamment sur la capacité à aller vite dans la génération d'un médicament. Alors oui, et après, il n'y a pas de prime sur un labo, parce que personne n'est capable d'identifier. Il y a eu quand même un deal énorme annoncé entre Nvidia et Eli Lilly quand même hier. Ah, je l'ai pas vu celui-là. On n'a pas tous les détails, mais enfin, ils ont vraiment envie d'intervenir partout. Je pense que c'est peut-être une des raisons aussi du record d'Nvidia aussi aujourd'hui, parce qu'ils sont effectivement partout. Tentaculaire. Donc, on ne peut pas vraiment identifier un labo qui est spécialement en avance. On sait que ça fait gagner du temps dans le développement et l'origination de nouvelles molécules. On sait que ça fait gagner du temps dans le réglementaire, parce que dans tout le réglementaire, on est capable de... Enfin, les rapports réglementaires, c'est 300 pages. Donc, avec l'IA, on peut... Non, mais Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, français bien connu, il dit souvent qu'effectivement, en un quart d'heure, il peut avoir le truc. Alors, après, il faut le relire. Hein, c'est quand même très technique. Mais enfin, on gagne un temps. Donc, sur ces étapes de début et de fin, on gagne beaucoup de temps. Entre les deux, l'essai clinique reste quand même incompressible. Là, sur les aspects... mais après, il y a des impacts sur la sélection. Ça ne change pas structurellement la valeur de ces boîtes encore. Non, mais ce que ça change, par exemple, c'est la productivité de la R&D. C'est une industrie qui, malheureusement, a une très mauvaise productivité, dans le sens où, finalement, 90% des molécules tombent. Voilà. C'est ça, Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'en phase 1, on est capable, donc sur les premières phases d'études cliniques, les molécules sont générées par IA. On arrive quand même à réduire le taux d'échec, à gagner de l'ordre de 40 points. Donc, sur l'ensemble du process, on pourrait passer de 90 à 80% de taux d'échec. Donc, ça reste un gros taux d'échec. Bon, alors, heureusement, quand même, quand on se plante au début, on ne continue pas les essais. On ne dépense pas tout l'argent pour un essai clinique. Mais en tout cas, c'est vrai que rien que ça, si on passe de 90 à 80% de taux d'échec, ça double quand même la productivité de la R&D. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences assez significatives. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un des secteurs c'était un peu un paradoxe. On avait toutes les valeurs IA qui étaient au plus haut et en même temps, c'est un des secteurs qui en est quand même le plus grand bénéficiaire. Il y a des sociétés plus spécialisées. Il y a des boîtes comme Tempus AI, par exemple, qui est vraiment le spécialiste AI dans le domaine de la santé. D'accord. Et eux, en fait, pour l'instant, ils brassent énormément de choses. Ils font beaucoup de choses. Mais c'est des gens qui, grâce à tout ce qui est test génétique, récupèrent énormément de données en fait patients et qui finalement développent des business models qui sont assez émergents à ce stade, mais qui permettent aux pharma d'optimiser leurs essais cliniques, d'optimiser la sélection de patients. Donc c'est quelque chose qui en est à ses débuts, mais qui a beaucoup de potentiel. Bon, dans un marché où tout paraît cher. La santé, peut-être un secteur à regarder aujourd'hui. Tout paraît cher, là, c'est quand même moins cher parce qu'on est un peu en dessous de la valorisation de long terme du secteur, mais dans un marché qui lui-même est nettement plus cher. Et par rapport à d'autres secteurs défensifs comme la conso où la visibilité n'est pas quand même très bonne aujourd'hui, ça devient une alternative assez incontournable. Merci beaucoup Olivier. Merci Olivier Droyer, gérant action chez Montpensier Arbevel pour ce quart d'heure thématique autour de la santé pharma.